à tous. Dans le cadre de la série de conférences qu'on organise sur comment les intelligences artificielles font évoluer les métiers qui sont enseignés à Condé, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Fantin Lebert, qui est ingénieur d'études au sein du consortium Pictoria Humanité Numérique, qui va nous présenter aujourd'hui spécifiquement l'influence ou l'intégration des IA dans les métiers du patrimoine. Je voulais vous préciser également sur ce sujet de veille autour des IA dans les métiers, la publication qui est actuellement en ligne, qui a été faite par les enseignants de Condé, toutes filières confondues, qui est donc aujourd'hui téléchargeable en ligne, et qui présente filière par filière les évolutions et un panorama en fait, d'intégration des IA dans les métiers. Donc, je vous invite aussi à consulter en particulier pour la section du patrimoine l'article de Michel Bouchard, qui est enseignant en master, et qui viendra également le 2 février prochain présenter avec les autres enseignants cette publication et donc une actualisation de ce panorama réalisé sur l'intégration des IA dans les métiers. Donc je laisse la parole maintenant à Fantin, en fait, qui va nous présenter donc, ce tour d'horizon des usages et des possibilités de l'IA dans les métiers du patrimoine. Je vous remercie. Allô ? C'est bon ? Donc je me présente, du coup je m'appelle Fantin Lebert, je suis ingénieur d'études au sein du consortium Pictoria HN, qui est un consortium Humanim, donc c'est une instance du CNRS Humanim qui est dédiée à mettre à disposition des ressources numériques et d'informatique pour des chercheurs en ce qu'on appelle les humanités, les sciences humaines et sociales globalement. Donc ça va être histoire, archéologie, histoire de l'art et anthropologie, tout ça. Et en fait, dans ce contexte-là, Humanim, ils ont créé Pictoria, et Pictoria, c'est le groupe de travail d'Humanim consacré à l'intelligence artificielle appliquée aux collections d'images, donc aux images spécifiquement, aux images de ces collections qui vont être traitées par les chercheurs en histoire de l'art, histoire et assimilées. Et plus spécifiquement, on travaille beaucoup avec tout ce qui est bibliothèque, archives, musée, et c'est de ça que je vous parle ce soir. Pour revenir 2 secondes sur mon parcours, moi avant ça, j'ai fait en fait une formation, alors j'ai une licence histoire électroclassique, et avant ça j'ai fait une formation en histoire et un master à l'école des Chartes qui s'appelle Technologie numérique appliquée à l'histoire. Globalement, ils forment des ingénieurs pour les collections patrimoniales, pour les sources historiques, surtout pour les archives, mais pas uniquement. Voilà. Donc, je vais commencer par vous dire ce que c'est que l'IA. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et qui a beaucoup de définitions, qui est utilisé un peu à tort et à travers ces derniers temps. C'est bien qu'on sache de quoi on parle, donc commencer. Donc je vous ai mis 2 définitions. La première, c'est le journal officiel, dont on va dire qu'elle date de 2018, donc ce qui est un peu avant le moment où le mot est devenu mainstream. Et donc ils le définissent comme un champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel à des fins d'assistance ou de substitution à des activités humaines. On peut voir dans cet exemple qu'en fait c'est extrêmement large comme définition et c'est assez logique parce qu'en fait l'IA, on verra juste après, mais c'est un champ qui remonte à très très longtemps et déjà peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du test de Turing qui était un test déjà qui a été développé par Alan Turing qui vivait dans les années 40-50 quoi, pour déterminer si la personne en face était un humain ou un robot. Donc c'est la question que se posait déjà à l'époque. Et juste en dessous, je vous ai mis la définition du Google ML Glossary, parce que Google, ils sont pas mauvais pour tout ce qui est IA, et ils ont un glossary en ligne qui est très 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 complet. Si un jour vous voyez un terme d'IA qui vous paraît bizarre, n'hésitez pas à aller chercher dedans. Et eux, ils le définissent, donc je sais pas si je vous lis tout, ce sera peut-être un peu long, mais donc ils le définissent comme la même chose, et en dessous, ils précisent que formellement, ce qu'on appelle le machine learning, en français l'apprentissage machine, est un sous-champ d'intelligence artificielle, mais que de nos jours, en fait, on utilise beaucoup le terme intelligence artificielle pour parler de tout ce qui est issu du machine learning. Et c'est, je pense, c'est la définition que moi je retiens en général, parce qu'en fait, sinon, on va tomber dans des choses où, je sais pas moi, ça exclut par exemple ce qu'on appelait les IA dans les jeux vidéo, qui étaient des arbres de décision auparavant, ou des choses comme ça. Donc, concrètement, comment ça se manifeste? En fait, l'intelligence artificielle, c'est le domaine de recherche.
Dans l'intelligence artificielle, les gens ont développé plus spécifiquement le machine learning, donc qui est une façon de créer, on va dire, des logiciels. Et dans le machine learning, il y a plusieurs choses. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et par renforcement. Je ne vais pas vous détailler, mais en fait, c'est des manières de faire apprendre des choses à ce qu'on appelle une IA. Et le deep learning, qui est ce qui a un peu révolutionné le secteur, on va dire, dans ces 10 dernières années, et qui est en fait une manière de faire du machine learning où on a qui demande beaucoup plus de puissance de calcul, mais qui permet des performances bien meilleures que ce qu'on faisait à l'époque. Et donc, encore une fois, le machine learning, pareil, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, donc, Arthur Samuel en 59, qui est un informaticien américain, mais en fait, le deep learning, c'est le deep learning qui a vraiment révolutionné, qui a fait ce qu'on appelle les IA contemporaines, et ça a notamment été permis par l'augmentation de la puissance de calcul. Et on vient juste à la slide d'après sur la chronologie de l'IA, et vous allez voir. Donc en 56, c'est l'établissement comme un champ de recherche formel. Donc on est assez loin. Mais par exemple, en 65, la poste américaine commence à utiliser l'OCR. L'OCR, c'est l'Optical Character Recognition, c'est-à-dire la capacité pour un ordinateur à lire des textes. Et ça, c'était déjà ce qu'on appelait l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'était une machine, on lui apprenait à différencier un A d'un B, d'un C, d'un D. Et donc, on voit que c'est très très tôt, en fait, comme usage. En 66, ELISA, le premier chatbot, en fait, c'était une sorte de proto-ChatGPT. C'était déjà un ordinateur à qui on pouvait poser des questions et qui pouvait répondre. Le problème, c'est que ELISA, déjà pour un raison X ou Y, ELISA était un chatbot psychologue, parce que à l'époque, c'était trop pertinent. Et en fait, ELISA avait surtout un vocabulaire extrêmement limité dans lequel elle pouvait piocher, et ça tenait plus de l'interaction du type ELISA allait demander à la personne « racontez-moi vos rêves », et si vous mentionnez tel mot, ELISA allait répondre telle réponse, telle réponse, telle réponse. Et donc c'était pas encore comparable au chatbot, on va dire, avec réflexion qu'on a aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est très ancien. 97, peut-être que c'est un peu plus connu, c'est Deep Blue, donc un ordinateur d'IBM qui bat Kasparov. Donc Garry Kasparov était champion à contester des échecs, le Magnus Carlsen de l'époque. Qu'il a battu, c'est le moment en fait, où il y a eu une sorte de... On a repris l'intérêt pour l'IA, parce qu'en fait, en 66, quand Elisa disait « parlez-moi de votre mère », et puis après 3 phrases, elle n'avait plus rien à dire, ça n'impressionnait pas grand-chose, et plus personne n'a investi dans cette technologie. 97, Deep Blue, Kasparov, ça relance un petit peu la machine, et ça repart. 2007, Siri, l'assistant intelligent d'Apple. Là, on commence à avoir des choses qui peuvent tenir à peu près des conversations et comprendre des consignes plus complexes. Et c'est peut-être aussi la première introduction au grand public de technologies qu'on pourrait qualifier d'IA. 2012, AlexNet. On retourne sur un truc pas du tout grand public. AlexNet, c'est en fait un modèle d'IA qui a été développé par Google, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été utilisé pour une compétition qu'on appelle ImageNet. ImageNet, c'est une compétition qui existait depuis des années. Et en fait, le principe d'ImageNet, c'était de faire reconnaître à des robots des images. Et en fait, du coup, ce que vous aviez, c'était un gros set d'images, qu'on appelle le dataset ImageNet. Et ce dataset ImageNet, il y avait des images qui étaient annotées. Et donc, par exemple, il y avait une image de pomme, elle était annotée pomme. C'était une pomme. Donc, tous les ans, il y avait des gens qui participaient à la compétition ImageNet et qui, du coup, essayaient de faire des robots de plus en plus performants, qui reconnaissaient de mieux en mieux les pommes, les chats, les chiens, les voitures et tout ce que vous voulez. C'est quand je dis pomme, chat, chien, voiture, c'était des dizaines de milliers d'images ImageNet. Donc, il y avait beaucoup de choses. Et en fait, en 2012, AlexNet arrive et ils mettent, je crois, 10% dans la vue à tout le monde. C'est-à-dire que, imaginons que tout le monde reconnaissait 5% des images bien, eux, ils ont augmenté de 10% d'un seul coup le seuil. Et en fait, ça a coïncidé avec deux choses AlexNet, et ça a été permis par deux choses. C'était l'émergence de l'apprentissage profond, donc le deep learning dont je vous parlais précédemment, qui depuis du coup, 2012 a un petit peu révolutionné le champ, et l'usage des processeurs graphiques. Et en fait, les processeurs graphiques, c'était développé dans un complètement autre cadre, c'est ce qu'on appelle des cartes graphiques. Je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu jeux vidéo ici, mais en fait, ces cartes graphiques étaient développées pour faire des maths très puissantes pour les jeux vidéo, et les chercheurs en intelligence artificielle se sont rendus compte que ça pouvait leur servir, parce qu'eux, ils avaient besoin de faire des maths très puissantes très rapidement. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont compris, qu'ils ont fait de l'apprentissage profond, AlexNet, et d'un coup, le champ, on va dire, s'envole un petit peu. Et enfin, 2022, ouverture au public de ChatGPT. Bon, là, je n'ai pas forcément besoin de faire une description, mais c'est le moment où on a commencé à entendre parler d'IA partout et où tout le monde a été un peu soufflé. Comment dire ? Les chercheurs du milieu, pas tant que ça, mais
tout cas, le grand public, là, s'est dit, oh, l'IA, enfin, en tout cas, une partie du public s'est dit, l'IA, c'est l'avenir, il faut en mettre partout. Et je veux dire, c'est là que les problèmes ont commencé. Donc, parce qu'en fait, depuis début 2020, à peu près dans ces eaux-là, il y a une espèce de folie de l'IA, une profusion de l'IA. Enfin, et donc ça, par exemple, c'est uniquement tous les... C'est un survey qui a été fait en 2024 de tous les modèles de type LLM qui sont sortis dans les 4 dernières années. Donc les LLM, c'est uniquement les modèles de traitement de texte. Et là, en l'occurrence, c'est ceux qui sont capables de discuter, je crois, parce qu'il y a d'autres LLM qui ne sont pas dedans. Mais alors, il faut s'imaginer que ça, c'est pour la gestion de texte, mais qu'il y avait la même chose pour la gestion des images, il y a dans une moindre mesure pour le son, etc., etc. Et donc, en fait, ça, c'est une partie, mais que du coup, il y a eu une espèce de folie depuis le début des années 2020, et ça va extrêmement vite. Et d'ailleurs, c'est très ennuyant en termes de métier, parce qu'en fait, tous les 6 mois, on se rend compte que tout ce qu'on avait appris, il y a quelque chose de nouveau qui le dépasse complètement. Et donc, en plus de cette galaxie d'IA un peu connue, donc type ChatGPT, etc., dont tout le monde a entendu parler, il y a des utilisations professionnelles. Et donc là, je voulais juste très rapidement vous donner des exemples de ces utilisations professionnelles, de ces modèles très spécialisés qui ont une vocation complètement différente des chatbots qu'on associe souvent à l'IA. Donc par exemple, Spacey, c'est un modèle d'IA qui permet de... modèle, en gros, c'est un mot compliqué, mais c'est une version d'intelligence artificielle. C'est un modèle d'IA qui permet, sur un texte, d'aller chercher ce qu'on appelle des entités nommées. Donc c'est par exemple, sur tout un texte, il va aller chercher tous les lieux. Et en fait, il a été entraîné pour repérer les noms de lieux dans un texte, même sur des textes qu'il ne connaît pas. Et donc par exemple, ça c'est un usage qui peut être utilisé pour des géographes, des gens comme ça. Et c'est un usage très spécifique. YOLO, c'est un usage dont on reparlera après, mais c'est pour détecter des objets sur des images. Donc par exemple, c'est ce qui va être utilisé pour par exemple une voiture autonome. Elle va détecter des feux rouges grâce à peut-être pas grâce à un YOLO, mais grâce à des modèles de ce type-là. Kraken OCR, c'est un modèle assez ancien. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'OCR qui existe depuis les années 60 à la poste américaine. Donc Kraken OCR, c'est beaucoup plus récent, mais ça fait la même chose, ça lit des textes. Clip, c'est des modèles qui vont être typiquement faits pour des choses comme ImageNet. En fait, on a une image, on doit dire ce que c'est. SAM, c'est des modèles qui découpent les images, qui permettent de sortir des éléments importants d'une image. Et Puzzle OCR, c'est un autre modèle OCR beaucoup plus récent, et en fait je l'ai mis là parce que en ce moment je travaille un peu avec, parce qu'il est vraiment bien. Et donc en fait c'est pour dire qu'au-delà des systèmes d'assistants IA mainstream qui font tout comme ChatGPT, Claude, Gemini, tout ça, il y a toute une galaxie d'IA plus spécifiques et qui sont tout aussi intéressants à mon avis. Donc dans notre contexte, donc dans le traitement des questions patrimoniales, on va avoir un intérêt particulier pour ce qui va relever de la computer vision ou vision par ordinateur en français. Et en fait, la vision par ordinateur, c'est tout ce qui va concerner des modèles, capables de traiter des images. Et donc en fait, d'avoir une image et d'en interpréter des informations. Parce qu'en fait, quand on va travailler sur des collections patrimoniales, ce qu'on va avoir principalement, c'est des collections numérisées. Et donc c'est ça qui particulièrement m'intéresse. Alors, hop, j'avais une slide sur la computer vision. Donc là, j'ai des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec la computer vision. Des usages typiques, donc ça va être de la similarité, c'est-à-dire que vous avez 2 images, vous allez voir si elles se ressemblent. Et en fait, ça permet, par exemple, imaginons que vous avez un demi-million d'images, et vous allez retrouver toutes les images identiques dedans, chercher des doublons. De la segmentation, dont je parlais tout à l'heure, qui va découper des éléments dans une image. Tout ce qui est OCR. OCR, donc c'est la lecture de texte. Tout ce qui va être alors des choses, soit de la segmentation, soit de la classification d'images, qui sont ces deux-là. Et en fait, ça va être soit repérer des éléments dans une image, soit dire ce à quoi une image correspond. Et donc c'est des usages comme ça qu'on va plutôt être utilisés, qui vont plutôt être utilisés dans nos cas d'usage. Le problème, c'est que personne ne fait ça pour des institutions patrimoniales à l'origine. Parce qu'en fait, ces modèles-là, etc., la pointe on va dire, de la recherche se fait dans des gros labos, dans des grandes entreprises qui n'ont pas du tout d'argent à se faire sur les institutions patrimoniales. Et donc, on va être en quelque sorte héritier de leur technologie. Et donc, par exemple, on va reprendre quelque chose, pour reprendre l'exemple des voitures autonomes de tout à l'heure, les voitures autonomes de tout à l'heure, on va récupérer des technologies qui, à l'origine, sont faites pour détecter les vélos, les feux rouges et les voitures. Et c'est un gros problème
parce qu'en fait, nativement, il n'y a rien qui est adapté pour les besoins des institutions patrimoniales. Enfin, un gros problème, c'est un grand mot, mais... Si, ça va notamment se manifester dans la question de l'interprétation. Parce qu'en fait, les objets dans les collections patrimoniales, les sujets des collections patrimoniales, c'est rarement des choses qu'il faut lire d'un point de vue 100% littéral. Il y a tout un contexte à prendre en compte, il y a énormément de choses à prendre en compte, au-delà du fait que c'est l'objet que c'est. Et donc typiquement, je vous ai indiqué quelques exemples ici. L'exemple le plus parlant, moi je l'aime beaucoup, mais il a été aussi dans l'article plus tard. C'est celui d'une pomme de Magritte. En fait, quand Magritte écrit « Ceci n'est pas une pomme », bon, il y a des choses sur le fait que c'est une image de pomme et pas vraiment une pomme, mais le modèle d'intelligence artificielle n'a pas du tout la capacité de comprendre ça. Alors aujourd'hui, si vous demandez à un ChatGPT, il le saura parce qu'il connaît le tableau. Mais sur un tableau qui est inconnu, surtout sur les collections mal triées, que c'est intéressant d'avoir des modèles mal connus. C'est intéressant d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle. Sur une collection qui est mal connue, il va être complètement à la ramasse, parce qu'en fait, là, le modèle voit une pomme, donc il va dire c'est une pomme, ça pose la question. Donc ça, encore, c'est un exemple un peu piégeux, mais quand on a de l'abstraction, des œuvres un peu abstraites, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, c'est une catastrophe. Là, j'ai mis une petite boîte chien qui vient du musée des arts décoratifs. Donc, est-ce que c'est une boîte, est-ce que c'est un chien? Comment on veut gérer ça d'un point de vue de l'indexation et comment le modèle va le gérer? Je pense qu'il va dire que c'est un chien, pas que c'est une boîte. Et enfin, encore mieux, alors là, c'est médiéval. C'est un exemple qu'une collègue m'a montré une fois. Et en fait, c'est dans les manuscrits, il y a énormément de bestiaux déjà qui ne ressemblent pas du tout à la même chose d'un manuscrit à l'autre. Si vous regardez des illustrations de dragons sur, je ne sais pas si vous connaissez Mandragore, c'est le site de la BNF avec les manuscrits. Si vous regardez des illustrations de dragons sur Mandragore, il y en a de toutes les espèces, de toutes les variétés, de toutes les couleurs et de toutes les têtes possibles. C'est formidable, mais c'est pas du tout pratique quand on veut qu'un modèle y reconnaisse automatiquement. Et alors là, c'est un exemple encore pire, parce qu'en fait, cette espèce d'oiseau, j'allais dire, on pourrait croire que c'est un canard, un pigeon, tout ce que vous voulez. C'est un Caldarius. Alors le Caldarius, c'est un animal qui n'existe pas. Le Caldarius, c'est le nom latin, je crois qu'il y a un autre mot en français. Et c'est un animal qui n'existe pas, et en fait on sait que c'est un Caldarius, parce que le Caldarius, on le vient seulement au chevet de gens mourants. Et donc là on sait que c'est un Caldarius, parce qu'il y a une personne mourante. Et donc un oiseau au chevet d'une personne mourante, c'est un Caldarius. Sauf que si on demande à un modèle d'IA qu'est-ce que c'est que bestiaux, il va reconnaître un pigeon, un canard, tout ce que vous voulez. Il ne va pas aller chercher le fait qu'il y a une personne mourante, et donc il faut élargir le champ des possibles, on va dire, des oiseaux possibles. Donc pour s'attaquer à ce problème, ce qu'on appelle les LAM, c'est-à-dire librairie, archives, on commençait quand même à s'approprier les technologies et à essayer de travailler avec. Donc je fais remonter ça, personnellement en 2018, c'est la création de DAI4LAM. C'est aussi, en fait, je vous les mets aussi parce que c'est des centres de ressources, si un jour vous voulez travailler sur la question, qui sont absolument incroyables, qui est un groupe de recherche avec énormément d'institutions d'un peu partout dans le monde, et qui travaille sur ces technologies-là. Et donc on voit que dès 2018, ils se posent la question, en même temps que j'en officiais tout à l'heure. Donc pareil, quand je disais que les professionnels n'ont pas été surpris par ChatGPT, c'est parce qu'il y avait quand même déjà des... Enfin, ça se connaissait un petit peu dans le petit milieu à l'époque de l'IA. Avec en France 3 gros moteurs dont je vais beaucoup vous parler, je pense, aujourd'hui, qui sont les archives nationales, parce qu'ils ont énormément de choses à traiter. L'INHA, parce que, j'allais dire, ils ont le temps, les moyens et les ingénieurs pour faire pas mal de recherches, c'est assez intéressant. Et la BNF, parce qu'ils ont aussi énormément de collections à traiter. Et c'est en priorité, du coup, c'est en priorité qu'on a énormément de collections à traiter qu'on va se mettre à faire de l'IA. J'ai cité aussi The Museum Plus AI Network, c'est sans doute le premier, c'est des travaux qui ont été faits en 2019-2020 par des chercheuses anglaises. Et c'est sans doute les premiers travaux qui se sont intéressés à ce qui se fait en termes de... ce qui se faisait en termes d'IA dans les musées à l'époque, qui ont aussi la spécificité que par rapport à moi, qui parle plutôt de traitement des collections, eux se sont aussi intéressés à ce qui pouvait se faire par exemple en termes de médiation ou en termes de gestion RH, en tout cas de calcul, de gestion du musée en lui-même. La librairie du Congrès, qui ont fait des documents super intéressants, notamment les travaux de Ryan Cordell. Encore une fois, c'est plus pour que les références bibliographiques, si un jour vous avez besoin de regarder le sujet, mais voilà. Et donc en 2024, Pictoria, qui est là où je travaille, qui a été créé, je vous ai mis quand même. J'ai noté l'ICOM aussi parce que l'ICOM sont un peu les grands absents du sujet, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. En 2023, ils ont fait une conférence qui a un peu fait râler un certain nombre de gens, et donc
depuis, je crois qu'ils n'en font plus trop. Et ils ont annoncé cette année qu'ils allaient faire quelque chose avec l'UNESCO sur la thématique de l'IA, à leur dernier congrès. Et ils ont lancé un sondage mondial sur l'usage de l'IA dans les musées, dont on attend les résultats, qui ne devraient pas trop tarder, les résultats du sondage. Il y a énormément, bien sûr, d'autres gens qui font des choses de leur côté, mais c'est les plus gros, et c'est aussi ceux que moi j'ai le plus consulté donc pour faire cette présentation. Il y a aussi... Alors, donc, sur la question, du coup, comme je vous disais, depuis 2018, alors qu'il y a 5 ans, du coup, j'exagère un peu, mais 2018, c'est l'IFORUM qui se fonde, et la plupart des projets se lancent à partir du début des années 2020. Donc je vais vous présenter juste en vitesse quelques projets sur lesquels moi je me suis basé pour faire cette présentation et pour ensuite vous expliquer les usages sur les questions patrimoniales qui ont été développés. Alors le premier, c'est le projet BAOIA. BAOIA, c'est un projet qui a été lancé par la bibliothèque La Contemporaine à Nanterre. Donc la Contemporaine, c'est une bibliothèque à Nanterre qui stocke notamment tout ce qui va être beaucoup de mémoire militante. Et ils avaient des collections et des collections et des collections d'affiches qui n'étaient absolument pas traitées, qui traînaient dans un coin, ils ne savaient pas ce que c'était. Et c'est les premiers projets qui sont lancés, où du coup ils ont utilisé l'intelligence artificielle, notamment pour rassembler les affiches par style, par époque, par localisation géographique. Le deuxième, c'est Avision. Avision, je le connais bien parce que j'ai travaillé dessus personnellement. Mais en fait, c'est des fonds photographiques du SHD. Donc le SHD, c'est le service historique de la défense, c'est-à-dire, pour le faire assez simple, c'est les archives, mais de l'armée. Ils sont localisés à Vincennes, dans un très beau château. Et ils ont retrouvé, autour de 2020, des milliers de photos de ce qui était une sorte d'agence de presse du début du XXe siècle. C'est-à-dire quelqu'un qui collectait plein d'images et qui les redistribuait dans les journaux. Et en fait, ils ont lancé un très grand projet pour étudier la manière dont ils l'ont lancé en collaboration avec des laboratoires d'informatique de Paris 6, Paris Descartes et des historiens de Paris Cité. Mais ils se sont lancés dans l'idée de retrouver, justement grâce au progrès de l'intelligence artificielle, la manière dont ces images avaient circulé dans les journaux, et dont en fait une image qui avait été vendue par une agence de presse à Paris, qui allait se retrouver d'abord dans un journal en Provence, et puis ça allait être récupéré par un journal italien, etc. Et alors ce qui est encore petit bonus, c'est qu'en fait ils veulent aussi récupérer les légendes des images, et c'est assez rigolo, voilà, la manière dont une image peut être présentée dans un journal comme quelque chose de très positivement et très négativement dans un autre, et le traitement d'une même image est très différent. EIDA, c'est un projet d'observatoire de Paris et de l'École nationale des ponts et chaussées, où ils ont étudié dans des manuscrits la manière dont les diagrammes astronomiques étaient représentés à travers le monde. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que l'astronomie, il y avait beaucoup de points communs entre l'astronomie de partout dans le monde, et du coup, ils ont essayé de faire de l'extraction d'arbres de diagrammes, et ensuite de la similarité entre des diagrammes de partout. En fait. Ce qui permet de retracer aussi les circulations de savoir, des choses comme ça, et peut-être de retracer des filiations de manuscrits. Il faut aussi de savoir que tel manuscrit il a été inspiré par tel autre, etc. Icaria, qui est le projet le plus usé pour l'instant, qui a été lancé au musée Guimet, qui est un projet qui a été lancé par le musée Guimet en coopération avec une société privée, sur les photographies japonaises. C'est un projet assez expérimental, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont essayé beaucoup de choses. Ça a été lancé en 2023, c'était censé se finir en 2026, ils vont obtenir un financement en France 2030, donc je pense que Icaria, on va en parler pendant longtemps. Et en fait, ce qu'ils ont fait, Icaria, c'est qu'ils avaient des carnets de photographies qui sont au Japon, qui sont d'ailleurs magnifiques et qui sont sur leur site si vous voulez les regarder, au début du XXe siècle. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour sortir les photographies des carnets, dans le sens où repérer les photographies dans les carnets au milieu du texte, des choses comme ça, et ensuite essayer de repérer des éléments sur les photographies pour pouvoir les indexer très rapidement. Et donc par exemple, si vous allez sur un site aujourd'hui, vous pouvez taper par exemple katana et ça va vous sortir toutes les images avec des katanas. En principe. Évidemment, ça ne marche pas à 100% et il y a des choses à dire, mais voilà. Tornage, donc Tornage, c'est aussi un projet que je connais très bien. C'est un projet qui a été lancé en collaboration entre l'École des Chartes, le ministère de la Culture, le Musée des Arts Décoratifs, le Musée d'Orsay et la Bibliothèque nationale de France. C'est sans doute le projet le plus recherche de tous, dans le sens où, en fait, Tornage, c'est assez concrètement, il y a une idée de base qui est de traiter des collections du MAD. Et il y a ensuite une idée qui est d'aller voir des professionnels du patrimoine concrètement, de leur mettre à disposition, entre guillemets, à disposition les ingénieurs de l'École des Chartes, donc, qui est une école qui fait des archives et de la technologie appliquée aux archives dans le centre de Paris, leur mettre à disposition ces ingénieurs et leur dire de quoi vous avez besoin. Et à partir de là, de mettre en place des solutions
pour les professionnels des musées. Et donc ils ont fait une première année au musée des Arts Déco, et là ils sont en train de déménager à Orsay. Et la Bibliothèque nationale de France, j'ai déjà dit tout à l'heure qu'ils étaient très dynamiques, et ils ont des centaines, j'exagère un peu, mais des dizaines de projets super intéressants depuis assez longtemps. Mais on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Les tournages aussi, on fera un peu plus sur tournage parce que c'est intéressant. Donc l'IA, pourquoi on va vouloir faire de l'IA dans un musée? Parce qu'en fait, le premier truc que la plupart des projets se sont dit, et puis que beaucoup de gens sérieux se sont dit, c'est qu'il ne faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA, il faut faire de l'IA pour répondre à un besoin. Donc là, j'ai mis la définition dans le Code du patrimoine d'un musée. Donc là, c'est les musées de France, mais c'est aussi les musées territoriaux. Donc il y a tout un ensemble de missions. J'ai mis en gras ceux sur lesquels moi je suis le plus à l'aise, c'est ceux sur lesquels j'ai plus travaillé. On va parler un petit peu des autres aussi. Mais voilà. Donc c'est l'IA pour un peu tout ça. Mais voilà, on verra les usages juste après. Donc d'abord, alors je me suis dit que je ne pouvais pas venir à Condé sans parler un peu restauration, même si ce n'est pas mon domaine personnellement. Il y a des usages qui existent. Donc là, l'exemple, par exemple, c'est un projet qui a été fait entre des... Je ne sais plus où, mais sur des documents des archives nationales. Et en fait, c'est un projet qui... c'est un pipeline, on appelle ça, c'est-à-dire un traitement informatique, un traitement automatisé, qui, à partir d'une simple photo d'une étagère, va aller extraire les noms des ouvrages, donc avec le processus d'OCR, on en parlait tout à l'heure, va ensuite détecter la forme de chaque ouvrage autour de son nom. Et donc là, ensuite, à partir des livres, ils ont fait une classification des types d'abîmage possibles des reliures. Et donc ça leur permet de repérer, en fait, à partir d'une simple photo, quel livre il va falloir traiter pour quel problème sur la reliure. Sachant que, de ce que j'ai compris, sans être expert en restauration, manipuler un livre qui a des problèmes de reliure, c'est très dangereux, et donc ça leur permet de les repérer sans trop les manipuler. C'est un problème, quand même, la question d'intelligence artificielle et de computer vision dans ce cas-là, qui est quand même qu'il faut quand même aller prendre des photos à jour. Donc il y a forcément un travail humain existant, mais voilà. Il y a un autre projet qui n'est pas encore computer vision, mais moins dire que ça ressemble, mais qui est le projet d'Algopol, qui est une collaboration entre la Bibliothèque nationale de France et l'Université Saint-Quentin à Versailles, et qui, en fait, ils ont utilisé des algorithmes entraînés à partir ils ont entraîné des modèles à partir de deep learning, de machine learning, et je crois de deep learning ces derniers temps, pour qu'en fait, à partir des données de date d'entrée dans les collections, d'âge de l'œuvre, des matériaux utilisés, etc., le modèle fasse des prédictions des moments où ça risquait de craquer et où il risquait d'y avoir des problèmes. Je n'ai pas vu les résultats exactement, mais je me suis dit que c'était un projet assez qui avait l'air, en tout cas, les gens qui menaient ça avait l'air quand même assez sérieux, et je pense que c'est assez intéressant. Je suis désolé, du coup, on va quitter la restauration, parce que je m'y connais pas super bien. Il y a d'autres usages, hors des usages que moi je connais bien en musée. Il y a évidemment les usages classiques de bureautique, gestion RH, il y a des gens qui écrivent des mails, mais c'est pas forcément plus intéressant. Et après, il y a de la médiation. Il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup, c'est un grand mot, mais il y a pas mal de choses qui se font avec des chatbots basés sur ce qu'on appelle un RAG. Donc un RAG, c'est-à-dire un chatbot auquel on a branché les bases de données du musée, et donc le chatbot devient spécialisé de l'information du musée. Donc voilà, l'exemple c'est Bonjour Vincent, c'était au musée d'Orsay, donc c'était à la fin de l'exposition sur Van Gogh, on pouvait poser nos questions à Van Gogh. Ça pose énormément de questions. D'abord parce qu'il y a une grosse question sur la précision des informations, parce que c'était basé là typiquement sur les lettres de Van Gogh. Enfin, alors dites pas que je dis du mal d'eux, mais c'était basé sur les lettres de Van Gogh. Et typiquement, les gens venaient demander pourquoi tu t'es suicidé. Bon, comment le modèle s'en sortait pour gérer quelque chose là-dessus, ou pourquoi tu t'es coupé l'oreille, et des choses comme ça. Voilà. La rumeur raconte, je ne sais pas si c'est vrai que Van Gogh a fini complètement déprimé à cause de ça, parce qu'en fait le modèle recevait uniquement des questions sur pourquoi tu t'es suicidé, pourquoi tu t'es coupé l'oreille. C'est pas des choses très positives, et donc à la fin, voilà, c'est ça. Le modèle était très content qu'on le débranche, je pense. Mais non, après ça pose. Bon, il y a une question un peu éthique aussi, qui est de faire de la nécromancie comme ça, et de faire parler un mort. Mais il y a d'autres questions aussi, alors moins au musée d'Orsay, mais par exemple de la gestion de données personnelles des visiteurs, il y a des projets qui sont passés où on pouvait parler avec une intelligence artificielle, c'est-à-dire que la voix a été enregistrée, alors où est-ce que la voix a été traitée, etc. Et il y a des choses comme ça, donc ça pose des questions, mais après c'est pas des usages intéressants. Pour dire du bien, par exemple, d'un usage basé sur des chatbots et d'intelligence artificielle générative, il y a eu, alors c'est au Louvre Abu Dhabi, donc tout le monde n'a pas les moyens du Louvre Abu Dhabi,
mais ils avaient créé à la fin d'une exposition quelque chose qui permettait de générer des fables dans le style, justement dans des styles, c'est une exposition croisée entre La Fontaine et une tradition de fable orientale dont le nom m'échappe. Et donc, vous pouvez choisir le style de sa fable, et puis on indiquait des animaux, etc. dans son paramètres, et ça génère une petite fable. C'est pourquoi pas. Maintenant, on va parler. Ah oui, donc. Ah oui, ça, important. Donc, du coup, les principes, un petit peu, les projets que j'ai cités, notamment, ont un petit peu mis en lumière. J'aime bien les résumer par l'idée de abordable et contrôlable, qui sont deux grosses exigences vis-à-vis du contexte de l'institution patrimoniale. Abordable, c'est parce qu'en fait, il y a un coût d'entrée déjà financier pour faire de l'IA, parce qu'il va falloir avoir un petit peu d'infrastructure de calcul, il va falloir potentiellement payer les ingénieurs, etc. Et un coût technique. Donc le coût technique, c'est la façon de dire, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent l'informatique. Donc ça coûte de l'argent parce que c'est les ingénieurs, mais il faut aussi que les employés puissent s'approprier l'outil, que les employés qui ne sont pas formés en informatique en fait, puissent s'approprier l'outil. Et un gros coût technique et potentiellement financier, c'est la maintenance sur le long terme. Parce qu'en fait, si vous avez un système IA et que après que je sais pas moi, le stagiaire ou le CDD qui l'a mis sur pied s'en aille, tout s'écroule, ben, ça va pas, c'est pas une bonne pratique. Et contrôlable, ça veut dire dans l'idée, c'est qu'on maîtrise un petit peu les aspects de ce qu'on fait avec notre IA. Donc contrôle scientifique, contrôle des données. Donc contrôle scientifique, ça va être en fait, il faut pas que, comment dire, il faut pouvoir dire quand on a une donnée qui est produite par l'IA, donc par exemple sur une collection, dans quelle mesure cette donnée est fiable ou pas fiable, et dans quelle mesure, oui, dans quelle mesure, enfin, il faut avoir un contrôle scientifique en fait, concrètement, des connaissances produites par l'IA ou acquises avec l'aide de l'IA. Un contrôle de données, ça veut dire que faut se poser la question de est-ce que, par exemple, si je veux de la puissance de calcul, est-ce que je délègue tout à une entreprise externe? Auquel cas, ça veut dire que mes bases de données vont partir chez une entreprise externe, potentiellement les images de mes œuvres vont partir chez une entreprise externe. Typiquement, au musée des arts décoratifs, ils ont des choses très protégées, et donc ça va être un gros problème parce qu'il faut des entreprises qui garantissent une certaine stabilité. Alors, la question, si carrément on quitte l'Europe, là en plus, il peut se passer des choses merveilleuses. Et enfin, le contrôle de l'impact social et écologique, c'est au sens. C'est un peu ce que les gens disent tout le temps quand ils parlent d'IA et à la fin ils ne le font pas. Mais en fait, l'impact social, j'entends ça aussi parce que le fait d'avoir recours à l'IA, ça peut quand même induire déjà des biais. Parce que c'est quand même, comme je disais, des modèles qui viennent largement de grosses entreprises américaines, pour caricaturer. Et donc, quand on essaie de sortir un petit peu des champs, on va dire, d'art contemporain occidental, ça peut très très vite poser des gros soucis. En plus de ça, l'impact social, dans le sens où il faut pas que les gens aient l'impression qu'il y a leur travail et puis plus envie de venir au bureau et que ce soit une catastrophe. Et l'impact écologique, parce que démarrer une centrale nucléaire pour trier 200 images, ça ne vaut pas forcément le coup. Et donc c'est du calcul à faire toujours. Voilà. Donc, je vais prendre les trois grands usages qui ont émergé au fil des projets que moi j'ai pu un petit peu suivre pour devenir un institution patrimoniale. Ils sont rassemblés en grande famille. Dans chacune, il y a plusieurs choses évidemment. Le premier, c'est la transcription de texte. Je vais revenir rapidement dessus parce que c'est assez rapide en fait, c'est qu'on a des textes et qu'on les transcrire. La deuxième, c'est la description d'images. Donc ça va être l'identification d'éléments dans des images, ça va être la description sur le simple potentiellement. Ça va être du découpage d'images, ça va être des choses comme ça. Et la troisième, c'est la navigation dans des grands corpus d'images, parce qu'en fait, un des gros intérêts de l'IA, c'est quand même que ça permet d'aborder des images, donc des œuvres numérisées en fait concrètement, sur lesquelles on n'a aucune information. Et donc c'est le troisième gros point. Donc la transcription de texte, il faut distinguer deux choses. L'HTR, c'est la transcription de ce qui est en manuscrit, pour Found Region Text Recognition. Super intéressant. Et l'OCR, l'Optical Character Recognition, donc c'est pour l'écriture imprimée. Il y en a un qui est beaucoup mieux maîtrisé que l'autre, c'est l'OCR. L'HTR, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, ça peut être utilisé pour partager au public. Donc là, j'ai mis un exemple juste en dessous de la BNF qui va aller sur Gallica, qui est le site avec toutes les collections numérisées de la BNF. Vous allez voir que les textes, en fait, sont pas tout à fait à 100%, mais une grande partie des textes sont OCRisés. Et ça veut dire que vous allez avoir le texte du livre à côté, ce qui est extrêmement pratique pour chercher en plein texte des informations dans un livre. Parce qu'en fait, si on n'avait que l'image, on ne peut pas faire CTRL F pour rechercher telle ou telle information. C'est aussi des technologies de CR, par exemple, sur les PDF plus simples en fait. Même au-delà de la BNF, du contexte patrimonial, c'est l'OCR
permet de faire contrôler quand ça peut. En plus de ça, voilà, ça peut servir pour des usages externes et aussi pour des besoins internes, la transcription. Et donc notamment, recherche de provenance, études de catalogue d'expression, etc. C'est là, je m'inspire d'une expérience que j'ai eue. On a travaillé avec les gens du musée de l'armée. Et au musée de l'armée, ils ont des centaines de cahiers, de carnets dans lesquels ils ont les historiques de leurs œuvres, et d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles ont fait, comment elles ont voyagé, etc. Et sauf que c'est assez mal écrit, et c'est en bazar, et il y a des tampons, des machins, des trucs, et ils aimeraient savoir ce qu'il y a dedans. Et donc typiquement là, c'est un usage très intéressant pour l'HTR, ça va leur permettre de retracer un petit peu l'histoire de leurs œuvres, si ça fonctionne, parce qu'encore une fois, l'HTR, c'est pas toujours très fiable. Voilà. Et typiquement, enfin, l'exemple qu'ils me donnaient, c'est qu'ils ont un certain nombre d'œuvres qu'on fait par exemple des aéroports en Allemagne dans les années 40, et qu'ils aimeraient bien savoir où. Voilà. Et l'étude de catalogue d'exposition, c'est quelque chose plutôt qu'on a vu aux Archives nationales et normalement bientôt à Orsay. En fait, aux Archives nationales, ils avaient des photographies des salons, donc les salons les salons, on appelait ça, je crois, à la fin du XVIIIe, où tous les peintres un petit peu connus venaient exposer. Et ils avaient toutes ces photographies, et en fait il y avait une photographie d'un mur du salon avec les œuvres, et dessous écrit les œuvres présentes. Et donc là, ils pouvaient extraire automatiquement dans tout leur carnet les noms des œuvres en fait présentes sur cette photographie. Donc voilà, donc ce que je disais, voilà, l'OCR de nos jours c'est très très bon. En plus, l'OCR et l'HTR peut être couplé à des solutions type LLM. Donc LLM c'est ce qui traite du texte, c'est comme, c'est un peu comme le ChatGPT. Pour améliorer la cohérence des phrases, donc en fait, c'est-à-dire que des fois, quand on travaille simplement sur le character, la lettre, ben, il a remplacé un A par un E parce que le A était mal formé, donc on se retrouve avec un mot, je sais pas moi, le mot orange avec un E. Ben là, en fait, le LLM va permettre de corriger sur des fautes, et donc aujourd'hui, ça marche vraiment très bien. Et en plus, de nos jours, on a ce qu'on appelle des VLM, c'est des LLM qui peuvent traiter des images, qui peuvent voir des choses. Et qui du coup ont tout le contexte de la page en plus pour les aider dans la transcription. Et là, ça fait des miracles, mais il faut un bel ordinateur pour tourner, pour le faire fonctionner. Et donc l'HTR, voilà, c'est ce que je disais, c'est un autre problème, c'est parce qu'en fait, un HTR, en caricaturant un peu, pour chaque type d'écriture, dès qu'on est sur des écritures un peu compliquées, il va falloir un nouveau modèle. Et donc c'est tout un processus beaucoup plus compliqué à mettre en place que l'OCR, parce que l'imprimé, en fait, typiquement le Garamond, je crois, donc une police qui est encore en usage aujourd'hui, ça date du XVIe siècle, donc quelque chose comme ça. Donc en fait, l'imprimé, ça marche très bien, tout le monde dit la même chose. Les écritures manuscrites, c'est beaucoup plus dur. En plus de ça, il y a très peu de gens dans les industries américaines que je mentionnais au début qui ont besoin de travailler sur du manuscrit, et donc personne parmi les lances de l'HTR, on va dire des projets d'HTR au top niveau et au niveau recherche et développement d'entreprise. En plus de ça, ça se mêle souvent avec des problèmes de structure complexes. Donc, typiquement les enveloppes. Donc là, c'était une enveloppe du projet Edition sur les photos des journaux dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'en fait, on a de l'écriture, une autre écriture à l'envers. On peut rajouter des timbres et des tampons à capter. Et donc, en fait, c'est un petit peu un enfer à traiter pour les modèles de nos jours. Donc bien là, du coup, alors je l'ai mis surtout parce qu'il était joli. Mais c'est très très dur à écrire, et surtout pour chaque manuscrit à peu près, on va avoir une écriture différente. Là, c'est une écriture assez simple parce que c'est une écriture qu'on retrouve régulièrement, mais voilà, c'est un problème aussi pour les gens qui travaillent sur des textes anciens. Même si, encore une fois, avec ce que vous disiez tout à l'heure, les VLM qui arrivent, ça bouge très très vite, et typiquement les problèmes de structure comme là-bas, c'est de moins en moins de problèmes grâce à ces VLM qui prennent toute la page en contexte. Alors, description, segmentation, classification d'images. Donc là, on passe dans la partie description d'images. La segmentation et la classification, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que description, le terme est assez transparent. Donc la segmentation, c'est quand on découpe, c'est ça en fait. Et donc ça, typiquement, c'est un essai de segmentation que j'ai fait sur des images d'Épinal. Et en fait, ça va être intéressant, par exemple, si on veut repérer un élément dans une page. Là, en l'occurrence, c'était plus pour tester que pour autre chose. Mais aussi, par exemple, on veut repérer des motifs communs. Et donc, par exemple, si vous voulez voir si cette petite figurine, donc là, c'est une image c'est des images d'Épinal. Du coup, les images d'Épinal, c'était des estampes qu'on pouvait découper pour ensuite en faire comme des Playmobil, en fait. Donc, on découpait les estampes, on a des Playmobil en papier.
Et donc là, effectivement, pour voir si cette image de petit soldat avait été reprise dans d'autres images, ça serait top, parce que j'ai pu segmenter. Et donc on pourrait voir s'il y avait, je sais pas, des images à rassembler. Et la classification, donc la classification, ça va être, on va prendre une image entière, et on va dire au modèle, dis-moi si c'est telle chose, telle chose. Donc là, c'est un exemple où sur un tableau, on passe dans un modèle de classification, ça marche assez bien, c'est pour ça que je l'ai mis. Et il va nous dire si c'est un portrait, une nature morte, un paysage, ou autre chose. Enfin, mes camarades avaient rassemblé ça sous le nom de scène. Ça marche assez bien la classification à ce niveau-là, mais après c'est un plan plus compliqué. On va rentrer dans les détails. Et en plus, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec les systèmes d'indexation des musées de France. Mais en général, c'est des très très grosses machines avec beaucoup de. Enfin, machines, des très gros référentiels avec beaucoup de sous-catégories, de sous-catégories, de sous-catégories. Et donc, quand on veut faire de la classification sur toute la complexité d'un référentiel de musée, ça devient très très compliqué. Donc, un exemple typique, c'est sur des scènes religieuses. Une scène religieuse, le modèle va être préféré. Et ensuite, par exemple, si. Enfin, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir en dessous parce que je suis pas expert en scène religieuse. Et on va avoir peut-être 2-3 niveaux parce que c'est telle scène de la Bible représentée de telle manière. Et donc, en fait, là, le modèle va complètement se paumer. Et c'est là que c'est pas encore résolu comme problème. Ouais. Ah, bah c'est ce que j'avais une slide pour ça aussi. Donc, difficulté pour les humains avec des thésaurus complexes, donc c'est ça ce que je disais, c'est l'indexation, les systèmes d'indexation des institutions patrimoniales. Sur mesure ou préapporté. Alors ça, c'est une question importante quand on veut faire de l'IA sur ce genre de pratique, sur des collections patrimoniales. C'est comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de modèles dédiés au patrimoine nature, créés par des grosses entreprises et ouverts. Et donc on va souvent avoir besoin de faire du prêt-à-porter. Et en gros, le prêt-à-porter, c'est une façon de dire des choses entraînées spécifiquement sur la collection, sauf que ça pose de nouveaux problèmes, parce que d'un point de vue technique, c'est plus compliqué, ça demande de la puissance de calcul, etc. Et donc c'est tout le temps une balance à faire entre les performances d'un modèle, non, c'est sur mesure, puisque nos collections est prêt-à-porter, c'est dans l'autre sens. Mais c'est entre les performances d'un modèle prêt-à-porter qui vient tout droit de la entreprise, qui sont sans doute moins bonnes, et le temps et les efforts et l'argent nécessaires pour entraîner un modèle sur mesure, dans un équilibre à faire. Et enfin, les LLM, PLM, donc qui sont de GPT, et leurs assimilés, leurs familles plus ou moins spécialisées, c'est aussi compliqué. Ça peut servir à des choses comme ça, description, sédimentation, classification d'images. Mais en fait, d'abord, c'est un biais sur l'interprétation des images. Encore une fois, ça va marcher très bien sur des images contemporaines, européennes, etc. Quand vous allez commencer à aller, pour parler d'exemples que je connais un petit peu, par exemple sur des photos d'Afrique centrale des années 50, ça va être très compliqué et ils vont avoir beaucoup plus de mal. Il y a en plus, comme ils répondent dans plein de textes, en tout cas des grosses difficultés pour structurer leurs réponses et avoir autre chose que du plein texte, c'est-à-dire du texte naturel, du texte écrit comme on écrit vous et moi, et avoir plutôt par exemple des mots-clés ou des choses comme ça. C'est très dur de contrôler leurs réponses. Et par exemple, sur un modèle qui me dirait c'est une nature morte, c'est un portrait ou quoi que ce soit, comme j'avais juste avant, là je peux dire oui, non, c'est vrai ou faux. L'information qui est en plein texte, donc qui est ce tableau représente c'est beaucoup plus compliqué de dire si c'est vrai ou faux, et d'un point de vue technique à mettre en place. Voilà, et donc, pas nécessairement un évident par rapport à une approche mathématique, c'est une façon de dire qu'en fait, essayer d'automatiser à 100% des choses comme ça, en ayant des descriptions automatiques, ou de la sédimentation, des pipelines complets, ou pipeline, donc suite de traitement complet, où on commence par exemple par segmenter notre image, puis les classer, etc., d'un seul coup automatiquement. Souvent, c'est un petit peu oublié, pour parler vulgairement. Les approches qui ont le plus de succès, c'est plutôt des approches semi-automatiques, ce qu'on appelle semi-automatiques, c'est-à-dire que on va faire une segmentation, et puis après on va demander à un humain qu'est-ce que c'est ça. En fait, l'humain aura gagné tout le temps la segmentation et la sortie des images, mais il restera quand même, ce sera quand même lui qui gérera une des étapes. Et donc en général, c'est l'IA, sur ce genre de questions, est plus efficace comme une aide au travail de l'humain et au travail des personnels scientifiques et des institutions, que comme une façon
de tout automatiser et d'appuyer sur le bouton et puis la machine nous sort un résultat. Donc la deuxième chose, c'est la navigation dans une encore plus d'images. Alors, la navigation dans une encore plus d'images, c'est quand on a énormément d'images et qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et qu'on veut essayer de les mettre dedans, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il y a dedans. Donc pour ça, ça va beaucoup passer. La technologie qui est la plus aboutie, c'est par ce qu'on appelle les embeddings. Alors, l'embedding, c'est qu'on prend une image et en fait on la transforme en une représentation mathématique super complexe et que la machine peut lire. C'est la machine juste comme ça, l'image, elle a pas forcément beaucoup de facilité à la lire, elle va la lire sous la forme de cette représentation mathématique. Et après, on cherche les images qui, quand on les transforme par un processus, donnent la même représentation mathématique. Et après, si c'est la même représentation mathématique, c'est que c'est la même image. Et donc s'il y a, je sais pas, 0,2% de différence, c'est une image très proche, etc., etc. Et ça permet notamment de travailler sur des images qui n'ont aucune été données, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce que c'est ces images, et donc juste avec cette représentation mathématique, on va pouvoir les situer, on va dire, dans un espace, on peut le projeter à 32D, pour que les humains voient ce qui se passe. Et donc typiquement, vous avez, je sais pas, des centaines d'images, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans, vous faites des embeddings, vous avez des centaines d'images, vous savez ce qu'il y a dedans, vous faites des embeddings, vous voyez quelles images se retrouvent côte à côte, et à partir de ça, vous pouvez déterminer votre image que vous ne connaissez pas, plutôt à quel type d'image elle correspond. Parce que ça va se mélanger avec les images, donc vous avez des informations. Alors là, c'est un exemple, en plus, ça fait des choses, alors là, on ne voit pas très bien, mais assez joli, parce que ça va vous permettre de voir des tendances, en fait. Donc, je pense que ça a tendance, la représentation des embeddings, à former des continents, un petit peu, un peu ça. Et donc là, c'est en fait, vous voyez qu'il y a deux gros continents qui sont formés, donc un petit continent à part. Et ça, c'est des affiches, on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait. Et donc, ils ont fait des maisons cluster-humaines comme ça. Et donc, du coup, ils ont préféré qu'il y avait quand même deux grosses familles dans leurs affiches d'entrée de jeu. Et à partir de là, par exemple, si on va dans les images ici, on peut sans doute poser un premier tag, un premier niveau de tri à toutes ces images d'un coup. Et donc, on parle de plusieurs milliers d'images d'un coup, c'est quand même un certain gain. Voilà, sachant que du coup là j'ai mis une version zoomée, en fait ça, on peut, en plus de nos jours avec des visualisateurs, donc là c'est Pixplot en l'occurrence, aller zoomer à l'infini dedans, et ça fait des choses aussi très très jolies pour faire de la navigation, si les publics veulent un peu naviguer dans les collections, ça peut servir des idées comme ça. Voilà, et alors en plus de faire de l'embedding sur des images, il y a une option qui est de faire de l'embedding sur du texte. Et en fait, du coup, ce que ça va permettre, c'est ce qu'on appelle les modèles multimodaux, qui peuvent traiter multimodaux parce qu'ils peuvent traiter le mode image et le mode texte. Ils peuvent faire l'embedding sur les deux sur le même plan, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir les images qui vont être transformées en représentation mathématique, le texte en représentation mathématique, et après, en théorie, imaginons qu'une image de chat, elle aura la même représentation mathématique que le mot chat. Donc en fait, c'est super, parce que l'usage typique, c'est que là, c'est des statuts, c'est une collection archéologique très complète qui continue là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, je tape le mot statut, spontanément, grâce à ces comparaisons d'embedding, je ressens tous les statuts. Donc en fait, c'est extrêmement pratique parce que c'est des images sur lesquelles on ne sait rien et qu'on peut très vite trier. Et donc là, c'est un exemple de tri assisté par IA. Alors du coup, on peut le faire avec le texte. Donc là, tous les statuts, je pourrais dire toutes ces images, c'est des statuts et avoir direct beaucoup d'informations sur mes images et sur mes œuvres. Du coup, là, c'est un autre exemple, c'est avec de la similarité. Donc, par exemple, j'avais une image de Vierge à l'enfant et ça m'a proposé d'autres images de Vierge à l'enfant parce qu'elles se ressemblent, c'est des motifs en commun. Voilà. Et alors après, on peut s'amuser à combiner, on peut mettre des images de Vierge à l'enfant avec le mot Vierge à l'enfant, etc. Pour faire des choses de plus en plus complexes. Mais c'est une très très grosse aide pour trier les images, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là j'ai fait un petit résumé de tout ce qu'on pouvait faire avec de la similarité par IA et donc des embeddings. Je vous ai mis une image de ce qu'ils ont fait sur le projet Itaria. Donc typiquement là, alors là c'est pour le public, c'est un peu sympa, c'est pour le public, et c'est en fait on va prendre une image, on va voir toutes les images les plus proches qui vont être proposées. Et par exemple, je sais pas, si vous êtes passionné de poule au Japon au début du XXe siècle, vous allez chercher une image de poule, vous avez toutes les autres images de poule qui sortent. Donc c'est une nouvelle manière aussi d'approcher les collections pour les publics. Donc maintenant, je vais vous parler d'un cas d'étude particulier qui est le projet Tornage, dont on a parlé plus tôt, qui est une collaboration entre l'École nationale des chartes, le MAD, le ministère de la la BNR et le ministère de la Culture,
finance tout en fait, le ministère de la Culture. C'est une sorte d'expérimentation pour l'intégration de l'IA auprès des personnes scientifiques du musée. Donc ça, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Et qui a commencé par un recueil de besoins personnels, c'est concrètement en allant voir les gens dans les musées et en demandant de quoi vous auriez besoin et comment on peut vous aider. Et à partir de là, des tests d'outils, des formations. Il y a eu deux grands volets, en fait, qui ont été d'abord le traitement d'une collection sur laquelle ils ne savaient rien. Ils avaient un problème au MAD, c'est qu'ils avaient les ayants droit de designers Paul en gros, qui voulaient savoir ce que leurs ancêtres avaient légué aux collections du MAD. Et c'était que des dessins sur lesquels ils ne savaient pas ce qu'il y avait, c'était énormément de choses, énormément de dessins sur lesquels ils ne savaient pas, des aquarelles, des choses comme ça. Parce que monsieur avait bien fait ses archives. Et ils ont fait un pipeline, une chaîne de traitement, qui leur a permis de savoir, par exemple, sur telle image il y a une chaise, telle image il y a une lampe, telle image il y a autre chose. Et alors, je vais retourner un peu dans le voie XLR. Et donc, en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des gens du MAD qui notaient des images en disant chaise, machin. Ils entraînaient un modèle, le modèle leur faisait des sorties, leur proposait des nouvelles chaises, les gens du MAD disaient non, ça c'est pas bien, ça devrait pas aller avec, machin et tout. Et à partir de ça, ils réentraînaient le modèle, et ça tournait comme ça jusqu'à avoir quelque chose de fonctionnel. Et après, du coup, il y avait cette transformation et développement d'outils. Donc, Panoptic, qui est l'outil qu'on fait plutôt pour indexer, pour aider à trier les images, par exemple, qui bossent là-dessus. Et alors, un petit peu, c'est pas vraiment en tournage, mais un outil, c'est le Synesthesia, qui est quand même un peu sympa, qui est un outil où, en fait, les personnels du musée, en prenant en photo une œuvre, peuvent retrouver sa fiche dans les bases de données du musée. C'est quand même super pratique quand on traîne dans des collections, en fait, il y a beaucoup de choses. Donc, pour conclure, en fait, pour conclure et ouvrir la question, qu'est-ce que ça va être un projet IA sur une collection patrimoniale? Ça va être une question de données, donc la quantité de données sur lesquelles on va travailler, parce qu'on ne va pas travailler sur 200 images, plutôt sur 200 000. Comment on va les stocker, etc. Est-ce qu'on va les garder chez nous pour les protéger? Est-ce qu'on peut les confier dans un tiers? Comment on va les annoter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme information qu'est-ce qu'on veut comme information comme données en sortie, et quelles données on a aujourd'hui? Des questions de technologie, est-ce que nos technologies, on peut les partager à tout le monde ou est-ce que c'est des outils propriétaires? Est-ce que nos technologies sont abordables pour nos employés? Est-ce qu'elles sont abordables pour nous-mêmes? Quel coût écologique nos technologies? Quel genre d'infrastructure on va avoir besoin pour la technologie? Est-ce qu'on va avoir besoin de beaucoup de sources de calcul? Pas du tout. Et enfin, c'est les gens. Parce que oui, c'est les gens, c'est le public qui va être confronté par exemple à un système d'évaluation, comment il va le vivre. Les employés, qu'est-ce que ça va leur faire si on leur propose un nouvel outil, si on vient par exemple, si on le présente pas bien, ça peut ne pas l'utiliser, ou des choses comme ça. Et les ingénieurs, parce qu'il faut des gens qui font un peu de technique quand même pour développer tout ça. En l'état, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une adoption massive de l'IA dans le musée, tout ce que je vous ai présenté, c'est encore assez expérimental. Donc ça, vous verrez si vous allez sur ce que j'ai listé plus haut, mais c'est les 3 phases d'un projet d'IA selon la durée du congrès. C'est des technologies très puissantes, mais qui ont un coût technique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir comprendre ce qu'on fait avec. Notamment en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de se faire de l'argent très vite avec ça en vendant des solutions miracles IA. Et des questions méthodologiques, parce que par exemple, si l'IA peut annoter que au niveau statut, est-ce que au niveau statut, ça nous suffit pour annoter notre collection archéologique? Et donc, c'est pour ça qu'en l'état, c'est plus usé comme un coup de pouce, plus qu'une révolution de l'IA dans les musées, avec des processus semi-automatiques, comme je l'expliquais, avec des propositions par exemple d'images pour indexation. Et voilà. Et je vous ai mis des sites, du coup, 3 sites juste. Jordan, évidemment, Pictorial, parce que je vous montre un petit peu, et le réseau Museum, qui est absolument un petit guide qui est absolument formidable, et Icaria, parce que leur base de données, leur photo japonaise sont super bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.